Auparavant, les villes respiraient au rythme des pas, des conversations sur les trottoirs et du tintement des cafés, une époque où même les grandes villes semblaient familières, accueillantes, presque villageoises. Fermez les yeux un instant et imaginez-vous descendant une rue pavée de Paris ou de Marseille au début du siècle dernier. Au début du XXe siècle, même Paris ou Marseille restèrent parcourables à pied. On connaissait son quartier comme sa poche et l'on croisait souvent des visages familiers dans les rues. Les distances semblaient plus courtes, non pas parce qu'elles l'étaient réellement, mais parce que chaque pas nous menait vers un lieu connu, un repère familier. Le quartier était un véritable microcosme, un petit village au sein de la grande ville. On saluait le facteur par son prénom, on échangeait quelques mots avec la boulangère, on prenait des nouvelles de la famille du pharmacien. Et quelle symphonie que celle des rues d'antan! Elle résonnait des cris des marchands ambulants, du roulement des fiacres puis des tramways, des discussions animées en terrasse. On entendait le claquement des sabots sur les pavés, le carillon des églises qui rythmait la journée, parfois même le son d'un accordéon s'échappant d'une fenêtre ouverte. Cette ambiance sonore aujourd'hui disparue a été remplacée par le vacarme automobile et le brouhaha constant de nos métropoles modernes. Les odeurs aussi racontaient dans la ville, ici le parfum du pain chaud s'échappant d'une boulangerie dès l'aube, là l'arôme du café fraîchement torréfié, plus loin les effluves épicés d'une rôtisserie. Chaque rue avait son identité olfactive, changeant au fil des heures et des saisons. L'odeur du vernis chez l'ébéniste, celle du cuir chez le cordonnier, les parfums de savon chez la lavandière. Tous ces artisans contribuaient non seulement à l'économie locale, mais aussi à cette richesse sensorielle aujourd'hui largement uniformisée. Car le tissu urbain était fait de boucheries, boulangeries, épiceries, merceries, cordonneries. Chaque rue avait ses artisans, ses vitrines soigneusement agencées, ses enseignes parfois artistiquement ouvragées. Le commerce de proximité faisait vivre le quartier dans tous les sens du terme. Et comment parler des villes d'autrefois sans évoquer ces cathédrales du commerce quotidien que furent les grandes halles couvertes. Les halles de Paris, surnommées le ventre de Paris par Émile Zola, étaient un spectacle à elles seules avec leurs pavillons de fonte et de verre, leurs allées grouillantes de vie dès les premières heures du jour. À Marseille, les halles de la Croix offraient un tableau similaire. On y trouvait des produits frais, locaux, amenés chaque matin par les producteurs des environs. Les maraîchers de Provence, les pêcheurs du littoral, les fermiers de l'arrière-pays venaient y vendre directement leurs récoltes. C'était un lieu de rencontre où l'on échangeait autant les nouvelles du quartier que les marchandises. Les ménagères s'y retrouvaient, comparèrent les prix, négociaient avec vigueur, repartaient avec des paniers débordant de produits de saison. Quelle différence avec nos supermarchés aseptisés où les aliments, souvent venus de l'autre bout du monde, sont emballés sous plastique et privés de leur histoire. Dans les immeubles de nos villes d'autrefois, une figure régnait en maître, le concierge ou plus souvent la concierge. Personnage incontournable, immortalisé par la littérature et le cinéma, elle veillait depuis sa loge à la propreté des parties communes, à la distribution du courrier et surtout à la bonne tenue morale de l'immeuble. Rien n'échappait à son regard vigilant. Elle connaissait tout le monde et tout le monde la connaissait. Figure parfois redoutée, souvent respectée, elle était le lien vivant entre tous les habitants de l'immeuble, transmettant les messages, gardant un œil sur les enfants, veillant sur les personnes âgées. Sa loge, généralement située près de l'entrée, était un passage obligé et un centre d'information sur la vie de l'immeuble et du quartier. Pour se déplacer dans cette ville à taille humaine, avant que la voiture individuelle ne devienne reine, on empruntait les transports en commun. Les villes vibraient au son des tramways à chevaux, puis électriques. À Paris, le métro inauguré pour l'exposition universelle de 1900 avec ses bouches art nouveau dessinées par Hector Guimard devint rapidement un symbole de modernité efficace. Les omnibus, ancêtres de nos bus, tirés par des chevaux jusqu'aux années 1910, puis motorisés, complétaient l'offre de transport. Les lignes desservèrent les quartiers avec une ponctualité qui ferait pâlir d'envie nos services actuels. On se souvient du receveur qui poinçonnait les tickets, des banquettes en bois, des plateformes ouvertes où l'on pouvait monter et descendre même quand le véhicule était en marche. Pratique dangereuse, mais tellement pratique. Le tintement du tramway annonçait son passage bien avant qu'on ne l'aperçoive, et ce son familier rythmait la journée des citadins. Quand on ne travaillait pas ou qu'on ne vaquait pas à ses occupations domestiques, où allait-on ? Au café, bien sûr, les cafés étaient les véritables épicentres de la vie sociale urbaine. On s'y retrouvait pour lire le journal, discuter politique ou affaires, écouter un musicien de passage ou simplement observer la rue depuis la terrasse. À Paris, les grands cafés littéraires comme le Procope, les Deux Magots ou la Rotonde ont vu défiler des générations d'écrivains et d'artistes. À Lyon, les Bouchons servaient une cuisine généreuse arrosée des meilleurs crus de la région. La rue elle-même était un espace de vie, pas seulement un lieu de passage comme elle l'est devenue. Les enfants y jouaient librement à la marelle, aux billes, à la toupie, sous le regard bienveillant des adultes. Les femmes bavardaient sur le pas de la porte tout en écossant des petits pois ou en reprisant des vêtements. Les hommes fumaient la pipe accoudée au volet, commentant l'actualité ou les dernières nouvelles du quartier.
La rue était un prolongement naturel de la maison, surtout dans les quartiers populaires où les logements étaient les souvent exigus. En été, on sortait parfois les chaises et même la table pour dîner au frais, partageant un repas avec les voisins dans une convivialité aujourd'hui presque oubliée. Les ruelles résonnaient de rires d'enfants, de discussions animées, de petites disputes aussi qui se réglaient souvent autour d'un verre. Cette animation quotidienne était amplifiée par la présence de nombreux petits métiers aujourd'hui disparus. L'allumeur de réverbères parcourait les rues au crépuscule, armé de sa longue perche pour allumer un à un les becs de gaz qui éclairèrent la ville d'une lueur douce et vacillante. Le livreur de charbon, visage noirci par la poussière, portait sur son dos de lourds sacs destinés à chauffer les appartements. Le porteur d'eau, dans certains quartiers non encore équipés d'eau courante, montait ses seaux jusqu'aux étages. Le crieur de journaux annonçait les gros titres d'une voix puissante pour attirer les clients. Il y avait aussi le rémouleur qui aiguisait couteaux et ciseaux, le vitrier avec sa carriole chargée de plaques de verre, l'étameur qui réparait les casseroles. Ces figures pittoresques participaient à l'animation des rues et témoignaient d'une économie de services de proximité où chacun avait sa place et son utilité. Au-delà de cette vie grouillante, nos villes offraient un cadre architectural noble et ordonné. Les immeubles haussmanniens à Paris, avec leurs façades en pierre de taille, leurs balcons ouvragés, leurs toits en zinc et leurs cheminées élancées, créaient une harmonie visuelle exceptionnelle. À Lyon, les traboules permettaient de traverser les immeubles pour passer d'une rue à l'autre, créant un réseau piétonnier unique. À Bordeaux, les façades 18e en pierre blonde reflétèrent la lumière de la Garonne. À Marseille, les immeubles provençaux aux volets colorés apportaient une touche méridionale. Partout, on bâtissait avec des matériaux durables dans un souci d'esthétique et d'harmonie avec l'existant. Le béton brut, les tours anonymes, les centres commerciaux sans âme n'avaient pas encore défiguré nos quartiers. Chaque ville avait son identité propre, reconnaissable entre toutes, loin de l'uniformisation actuelle qui fait qu'une zone commerciale de Lille ressemble comme deux gouttes d'eau à celle de Montpellier. Dans ces quartiers où tout le monde se connaissait, régnait naturellement une solidarité entre voisins. On se rendait service sans même y penser. On se prêtait un peu de sucre, de farine ou d'huile quand on en manquait. On gardait les enfants de la voisine partie chez le médecin. On montait les courses d'une personne âgée qui avait du mal avec les escaliers. En cas de coup dur, maladie, deuil, difficultés financières, on pouvait compter sur le soutien du voisinage. L'anonymat urbain, cette indifférence polie mais froide qui caractérise tant nos interactions contemporaines, n'existait pas encore. On participait à la vie des autres, pour le meilleur et parfois pour le pire, mais jamais dans l'indifférence. Les loisirs aussi étaient ancrés dans la proximité. Avant les multiplexes anonymes de nos périphéries, chaque quartier avait son cinéma. À Paris, des salles comme le Luxor, la Pagode ou le Grand Rex étaient de véritables palais du 7 art. En province, même les villes moyennes possédèrent de plusieurs salles, souvent situées près de la place principale. On s'y rendait en famille, généralement à pied, pour la séance du dimanche après-midi ou la sortie du samedi soir. Le film était un événement accompagné de réclames, parfois d'un petit orchestre dans les plus grandes salles et toujours de ce parfum de fête et d'évasion. Les ouvreuses en tablier noir et col blanc vous guidaient à votre place avec leurs lampes de poche. On achetait des bonbons ou des esquimaux pendant l'entracte. La ville vibrait aussi au rythme des grandes fêtes populaires qui marquaient le calendrier. Le 14 juillet était l'occasion de bals de quartier mémorables. On installait des guirlandes lumineuses en travers des rues. Un orchestre prenait place sur une estrade décorée aux couleurs nationales et on dansait jusque tard dans la nuit. Les kermesses des écoles mobilisaient tout le quartier, parents, commerçants, associations locales. Les défilés du carnaval coloraient les rues de costumes fantaisistes et de confettis. À Marseille, la procession de la Bonne Mère le 15 août rassemblait croyants et non-croyants dans une même ferveur. À Nice, le carnaval attirait des visiteurs de toute la France. À Lyon, la fête des Lumières du 8 décembre voyait chaque habitant poser des bougies sur son rebord de fenêtre, créant un spectacle féerique bien avant les projections sophistiquées d'aujourd'hui. Toute la ville sortait dans une ambiance bon enfant, colorée, musicale. Parmi les fiertés de nos villes françaises figurait leur système de transport collectif, remarquablement bien intégré à la vie urbaine. Le métro parisien, dès ses débuts en 1900, devint un symbole d'efficacité et d'élégance avec ses accès art nouveau. À Lyon, les funiculaires gravissaient les pentes de Fourvière et de la Croix-Rousse, offrant des panoramas splendides sur la ville. À Marseille, les tramways sillonnaient la cité phocéenne dans un calme bien ordonné, loin du chaos routier actuel. Ces réseaux de transport public étaient à penser comme des services aux citoyens, pas comme des entreprises devant générer du profit à tout prix. Ils permettaient une mobilité fluide, démocratique, qui structurait l'espace urbain de manière cohérente. Les arrêts de tramway devenaient des points de rencontre, les stations de métro des repères dans la géographie mentale des habitants. La voiture n'avait pas encore imposé sa tyrannie, sa pollution, son encombrement. L'école jouait un rôle central dans la vie de quartier.
Les écoles primaires, ces bâtiments républicains reconnaissables à leur architecture sobre et fonctionnelle, à leurs préaux, à leurs cloches qui résonnaient dans les rues avoisinantes, étaient ancrés dans la vie locale. Les enfants s'y rendaient à pied, souvent en petits groupes, dans un trajet qui était déjà en soi une leçon d'autonomie et de sociabilité. Ils rentraient là seuls à midi pour déjeuner, puis retournaient là pour la classe de l'après-midi, saluant au passage commerçants et voisins. L'instituteur ou l'institutrice habitait souvent un logement de fonction attenant à l'école. Figure respectée, il ou elle connaissait toutes les familles, leurs situations, leurs difficultés parfois. Le lien social passait aussi par l'école, ce lieu de transmission du savoir mais aussi des valeurs communes. Les fêtes d'école, spectacles de fin d'année, kermesses, distribution des prix étaient des moments importants dans la vie du quartier, rassemblant parents, grands-parents, anciens élèves dans une continuité générationnelle, aujourd'hui souvent rompue. Un aspect frappant de la vie urbaine d'autrefois, quand on la compare à celle d'aujourd'hui, était le sentiment de sécurité qui y régnait. Il y avait certes de la délinquance. Les romans de Simenon ne se déroulent pas dans un monde idyllique, mais la criminalité prédatrice, violente, gratuite, n'avait pas l'ampleur qu'elle a prise depuis. Les enfants jouaient dehors sans surveillance constante. Les portes n'étaient pas toujours fermées à clé et les rues restaient sûres même la nuit dans la plupart des quartiers. Le contrôle social informel, ce regard collectif bienveillant mais vigilant, jouait un rôle dissuasif. Tout le monde connaissait les mauvais garçons du quartier et ceux-ci limitaient généralement leurs méfaits à leur propre milieu. Il régnait une forme de confiance collective, de pacte tacite entre citadins qui partageaient là le même espace. Cette confiance permettait une liberté de mouvement, une spontanéité dans les relations que la peur diffuse d'aujourd'hui a considérablement restreinte. Un autre élément qui différenciait profondément nos villes d'hier de celles d'aujourd'hui était l'absence de publicité agressive dans l'espace public, pas d'écran numérique clignotant, peu d'enseignes criardes ou de panneaux démesurés. La publicité restait discrète, souvent peinte à la main directement sur les murs. Ces réclames, dont certaines effacées par le temps, sont encore visibles sur les façades anciennes. Les affiches, conçues par de véritables artistes comme Toulouse-Lautrec ou Mucha, avaient une qualité esthétique indéniable. Les vitrines des magasins étaient soigneusement composées, avec un sens du détail et de l'élégance aujourd'hui rarement égalé. Les murs conservaient leur dignité, l'espace visuel n'était pas saturé de messages commerciaux hurlants. On pouvait lever les yeux et admirer l'architecture, le ciel, sans être assailli par des injonctions à consommer. Mais ce qui caractérisait peut-être le plus fondamentalement nos villes d'autrefois, c'était leur respect du rythme humain. La vitesse n'était pas une obsession, on marchait, on prenait le temps d'observer, de sentir, de rencontrer. Les distances semblaient parfois plus longues, mais elles étaient vécues pleinement, pas seulement traversées dans une hâte aveugle. Le bruit, la précipitation, le stress qui imprègnent nos métropoles de 2025 n'avaient pas encore conquis l'espace urbain. Les heures d'ouverture des commerces suivaient un rythme naturel. On fermait pour déjeuner, on prenait des vacances en août sans que cela paraisse scandaleux. Le dimanche était un jour différent où le temps semblait s'étirer, où les rues prenaient un autre visage, plus détendu, plus familial. Cette ville qui respirait au rythme de ses habitants, qui s'adaptait à leurs besoins plutôt que de les contraindre à une course perpétuelle, apparaît aujourd'hui comme un paradis perdu. Autrefois, même les plus grandes villes de France avaient une âme, une identité propre, façonnée par l'histoire, la géographie, la culture locale. Paris n'était pas seulement la capitale administrative et économique, mais un ensemble de villages ayant chacun sa personnalité. Montmartre, le Marais, Belleville, Marseille était bien plus que son port, avec ses quartiers du Panier, de l'Estac, de la Canebière, tous si différents et si complémentaires. Lyon gardait l'empreinte de son passé soyeux dans les traboules de la Croix-Rousse. Bordeaux respirait encore l'élégance du XVIIIe siècle dans ses façades le long de la Garonne. Ces villes étaient vivantes, humaines, belles dans leur diversité. Aujourd'hui, alors que nos métropoles s'uniformisent et s'accélèrent, que les mêmes enseignes commerciales colonisent nos centres-villes, devenus presque interchangeables, que la voiture et le bruit imposent leurs lois, que l'anonymat et la méfiance remplacent trop souvent la convivialité d'antan, ce souvenir d'une ville lente, proche, humaine, réchauffe encore bien des cœurs. Non pas que tout fût idéal, la nostalgie a tendance à embellir le passé en gommant ses aspérités. Les logements étaient souvent insalubres, le confort minimal, les inégalités criantes. Mais il y avait dans cette vie urbaine d'autrefois une qualité d'existence, une authenticité des relations, une beauté du quotidien qui mérite qu'on s'en souvienne et peut-être qu'on s'en inspire pour repenser nos villes de demain.